Vous savez, quand j'étais gamin, j'avais l'habitude d'observer ces traînées dans le ciel. Je me disais, c'est cool. Et on a commencé à en voir partout. Ensuite, vous savez, tout le monde dans le quartier devenait agressif et se disputait, et on ne savait pas pourquoi. On ne savait vraiment pas pourquoi. L'idée selon laquelle les traces laissées par les avions dans le ciel seraient en fait des produits chimiques divers déversés soit pour modifier le climat, soit pour contrôler les populations ou quelque autre raison que ce soit, cette idée peut paraître de prime abord saugrenue ou absurde. Or, elle est sans doute l'une des théories du complot les plus tenaces et les plus répandues. Aux États-Unis, une étude publiée dans le magazine Nature en octobre 2017 atteste que 30 à 40% de la population américaine y accorderait du crédit. En France, pas moins de 3 associations militent pour la vérité sur les chemtrails. Et une question à ce sujet a même été posée à la Commission européenne par un député néerlandais en ces termes. Préoccupation croissante à l'égard des traces laissées par les avions, lesquels ne contiennent plus uniquement de l'eau, mais engendrent des voiles laiteux de longue durée, conséquence potentielle de la présence de barium, d'aluminium et de fer. Bonjour Olivier Boucher. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, ces traces laissées par les avions, ces chemtrails comme on les appelle, sont-ils une réalité ? Non, les chemtrails n'existent pas. Par contre, ce qui est bien réel, c'est des traînées qui se forment derrière les avions pour des raisons qu'on comprend parfaitement bien. Alors, quelles sont ces raisons ? Qu'est-ce qui se passe justement derrière ces réacteurs d'avion pour laisser ces traînées blanches dans le ciel ? Donc, un moteur d'avion, il brûle du kérosène. Il émet donc des résidus de combustion, des particules, mais surtout de la vapeur d'eau, donc de l'eau sous forme gazeuse, qui est invisible à l'œil nu, et puis de la chaleur. Et donc c'est ensuite le mélange de cet air chaud et humide qui sort de la turbine avec l'air froid qui environne l'avion, qui déclenche la condensation de la vapeur d'eau. Et donc il se forme on passe un seuil et il se forme des petites gouttelettes d'eau qui ensuite vont venir congeler très vite parce qu'il fait très froid. Et on a formé un nuage qui a la forme d'une traînée longue, qui est un nuage de glace, qui est un nuage artificiel, mais qui contient de la glace. Comment se fait-il que ces traînées, on les voit parfois on voit des avions s'entraîner, c'est une question d'altitude, c'est une question de climat, c'est une question de quoi ? Alors tout dépend des conditions atmosphériques. Si l'air est très sec, l'avion ne va laisser aucune traînée derrière lui parce qu'on va pas réussir à franchir ce seuil qui permet la condensation de la vapeur d'eau. Si l'air au contraire est un peu humide, alors on a formation d'une traînée, on franchit le seuil. Si l'air est un peu plus humide, eh bien la traînée elle peut durer un peu plus longtemps parce qu'elle met un peu plus longtemps à se dissoudre, à se disperser et à s'évaporer dans l'atmosphère. Et enfin, il y a une troisième cas de figure qui est une atmosphère qui est très humide, qui aurait pu former un nuage. Mais ce nuage ne s'est pas formé parce que l'air était très pur, il n'y avait pas de particules, il n'y avait pas de noyaux de condensation qui ont permis la condensation de cette vapeur d'eau. Et donc dans ce cas-là, la traînée offre une surface de glace qui permet la condensation d'une grande quantité de vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Et donc on a généré un nuage de type cirrus qui au bout d'un moment devient indiscernable d'un nuage naturel. C'est justement, quand je citais tout à l'heure la question du député néerlandais, la question de ces avions qui ne font plus seulement des traces, mais des voiles laiteux de longue durée. On dit que ça n'existait pas avant. C'est vrai ou c'est faux, Olivier Boucher ? Alors, je pense que ça existait avant. Les traînées sont observées quasiment depuis le début de l'aviation, dès lors que les avions étaient capables de voler à des altitudes suffisantes, où il fait suffisamment froid. Et donc, déjà à ce moment-là, il devait y avoir des cas où ces traînées se transformaient en nuages. Par contre, il est évident qu'on en voit plus souvent, on voit plus souvent de traînées et on voit peut-être plus souvent des cas où les traînées se transforment en cirrus, tout simplement parce qu'il y a plus d'avions qui volent dans le ciel. Est-ce qu'il est possible, envisageable, comme le dit toujours ce fameux député néerlandais, que ces chemtrails ne contiennent plus uniquement de l'eau, mais potentiellement du barium, de l'aluminium et du fer ? Non, il n'y a aucune raison de penser que les traînées d'avion contiennent autre chose que de la vapeur d'eau et quelques résidus de combustion qui sont là, qui sont des particules sur lesquelles l'eau peut venir se condenser. Voilà, mais des particules, il y en a partout dans l'air qui nous entoure. On entend aussi également beaucoup à propos de ces chemtrails que finalement le trafic aérien est utilisé pour modifier le climat. Est-ce que les résidus de combustion des avions ont ou pas une influence sur le climat ?
Donc le trafic aérien modifie le climat, comme toute activité humaine, à la fois en émettant des gaz à effet de serre, du dioxyde de carbone, et puis ces traînées, elles ont effectivement un impact sur le climat parce que elles viennent modifier le bilan radiatif de la planète, elles viennent réfléchir le rayonnement solaire, elles accroissent un petit peu l'effet de serre, et c'est cet effet-là qui l'emporte. Le trafic aérien contribue à environ 3% de l'augmentation des gaz à effet de serre, en tout cas du dioxyde de carbone, depuis l'ère pré-industrielle. Donc ça peut paraître petit, mais on peut dire la même chose de toute activité économique, et au final, ça profite à un nombre relativement petit de personnes, et donc le trafic aérien a quand même un impact assez important sur le climat, et en tout cas, en ce qui me concerne par exemple, mon empreinte carbone est sans doute dominée par mon utilisation de l'avion. Per capita, ça fait effectivement vite monter la facture en gaz à effet de serre. Toujours à propos de ces chemtrails, on dit, bon, ici, il semble un peu saugrenu de penser que les avions si hauts puissent diffuser des produits chimiques dans l'atmosphère, mais enfin, utiliser des avions pour diffuser des produits chimiques, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'épandage sur des champs, ça a déjà existé, donc pourquoi pas finalement avec les avions de ligne ? Il est vrai qu'on utilise des avions pour diffuser des produits chimiques sur des grandes cultures. Il y a même des vignerons qui utilisent des avions pour aller disperser quelques particules pour tenter d'empêcher la grêle de se former. Alors, est-ce que ça marche pas, on sait pas. Mais là, avec les traînées d'avion, on parle d'autre chose. On parle de l'aviation qui est essentiellement commercial, donc soit du cargo, soit du trafic du transport de passagers, qui vole à une altitude beaucoup plus élevée, 10-12 km, donc il n'y a absolument pas une altitude où il y a un impact direct sur la surface de la Terre. Ça veut dire que les particules qui sont émises, qui se cristallisent, à un moment donné, elles finissent par retomber sur Terre. Qu'est-ce qu'elles deviennent une fois que on voit ces traînées d'avion dans l'atmosphère ? Les traînées d'avion, c'est essentiellement de la glace qui finit par s'évaporer. Donc soit tout de suite, soit un petit peu plus tard quand le nuage a retombé un petit peu et traverse une couche d'atmosphère un petit peu plus sèche. Mais il y a aussi des particules qui ont été émises par la combustion du kérosène, comme toute combustion, c'est la source aussi de pollution à la surface de la Terre. Et donc ces particules, elles se diluent dans l'atmosphère, et donc effectivement elles finissent par retomber à la surface de l'atmosphère, mais avec des concentrations qui sont beaucoup moindres que celles qu'on connaît dues au transport de surface, aux voitures, à l'industrie, etc. Utiliser les avions ou des objets, des véhicules aériens pour faire de la géo-ingénierie, c'est-à-dire que pour tenter de réduire les impacts du réchauffement climatique sur la planète, c'est quelque chose, c'est une science bien établie, ce sont des projets de recherche très actifs en ce moment. Donc finalement, qu'est-ce qui nous prouve que les gouvernements n'utilisent pas les avions précisément pour empêcher ce réchauffement climatique, pour faire de la géo-ingénierie ? Donc il y a des propositions de géo-ingénierie, donc qui consistent à venir modifier le bilan radiatif de la planète pour aller refroidir la planète et venir contrecarrer le réchauffement climatique dû à l'accroissement des gaz à effet de serre. Donc là, ce sont des propositions, et certaines de ces propositions visent effectivement à injecter des aérosols dans la haute atmosphère, encore plus haut, dans la stratosphère, à 15-20 km d'altitude, là où ces particules ont une durée de vie très longue, de manière à réfléchir une partie du rayonnement solaire. Mais il s'agit là de propositions qui sont étudiées, il y a des projets de recherche, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas mis en œuvre. Un dernier mot peut-être pour parler de l'idée de contrôle mental, même sur la notion chimique de contrôle mental. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de molécule qui serait diffusée dans l'air et qui contrôlerait les foules, c'est le fantasme du contrôle de masse ? Alors, je ne suis ni chimiste ni biologiste, c'est peut-être possible, mais ce serait vraiment pas optimal de vouloir le faire avec des avions de ligne. Merci beaucoup Olivier Boucher, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Merci d'être venu. Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.